Chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue sur le podcast Les Globes Chercheurs. Aujourd'hui, dernier épisode de notre thématique sur la communauté latino aux États-Unis. Pour rappel, nous avons commencé par expliquer où s'établissent les communautés hispaniques sur le territoire des États-Unis et faire le lien avec la période des colonisations européennes sur le continent américain. Nous avons aussi analysé les raisons qui conduisent les migrants à quitter leur pays d'origine pour les États-Unis. Et l'épisode de la semaine dernière a été consacré aux politiques états-uniennes à l'égard de cette communauté hispanique et de ses voisins latino-américains. Nous poursuivons et terminons cette semaine sur cette thématique avec Lucille, Greg et moi-même Solveig. Salut! Bonjour! Bienvenue dans le podcast Les Globes Chercheurs, le podcast interculturel et interdisciplinaire présenté par Solveig, Lucille et Greg. Aujourd'hui, nous parlerons des apports de la communauté latino sur la société états-unienne actuelle. Dans cet épisode des Globes Chercheurs, on vous parle donc de Spanglish, de cinéma, de gastronomie, de musique et bien d'autres sujets. C'est parti! Les Globes Chercheurs. Les Globes Chercheurs. Les Globes Chercheurs. Parler de culture hispano-américaine, c'est finalement réfléchir à sa posture et à son regard. C'est ne pas regarder cette culture à travers les yeux d'Américains blancs, mais bien avec une autre perspective. C'est ce que se proposent de faire les études décoloniales. Lucille, est-ce que tu peux nous en parler plus en détail, s'il te plaît ? Oui, on distingue en fait plusieurs mouvements de réappropriation des recherches en sciences humaines parce qu'on a l'habitude d'appeler l'histoire des vaincus ou l'histoire par les minorités. Les premiers courants, c'est ce qu'on appelle les courants anticolonialistes, et ils remontent aux années 50-60, enfin 1950-1960, et aux études postcoloniales anglophones des années 1980. L'anticolonialisme, il se développe notamment pendant les luttes des pays africains et asiatiques pour leurs indépendances contre les systèmes coloniaux français et britanniques. Les études postcoloniales, elles sont surtout issues de ce qu'on appelle les subaltern studies, je l'ai bien dit ? C'est parfait. Nom que porte en fait un groupe d'historiens indiens, mais qui est aussi le titre d'une collection d'ouvrages qu'ils vont publier de 1982 à 2004. Et dans ces subaltern studies, ils critiquent la modernité, l'orientalisme, donc le regard que peuvent avoir notamment les pays européens sur les cultures orientales, et les nationalismes qui ont aussi guidé parfois l'écriture d'une histoire officielle qui est dictée par les gouvernements nouvellement indépendants qui veulent en fait s'affirmer en termes d'identité. Les études décoloniales, elles émergent vraiment en Amérique latine. Donc c'est leur nom, hein, les études décoloniales, contrairement aux études postcoloniales du coup. Elles émergent en Amérique latine parce que c'est un espace qui est marqué par une histoire coloniale différente des anciennes colonies asiatiques et africaines. Parce que cette histoire coloniale, elle est ibérique, plus ancienne, donc elle remonte au XVIe siècle. Et ça correspond aussi à une indépendance de pays qui sont parfois antérieures à celles de pays européens. On pense par exemple à l'Italie qui s'affirme en tant qu'unité plutôt au XIXe siècle. Elles émergent depuis les sciences sociales et elles ont eu une idée différente des études anticolonialistes et postcoloniales. Je cite Capucine Boisdin dans un article sur les études décoloniales qui est publié dans le Dictionnaire politique de l'Amérique latine de novembre 2024, et qui dit le capitalisme et le racisme comme système monde naissent conjointement en 1492 au moment de la colonisation de l'Amérique, et l'indépendance politique du 19e siècle n'a pas signifié la fin de ce système monde. La colonialité du pouvoir, du savoir et de l'être continue de se reproduire chaque jour dans les structures matérielles et idéales du système monde. Et je ferme la citation. Donc finalement, regarder l'économie d'un point de vue décolonial, cela signifie notamment s'intéresser à ce qu'apporte la communauté latino dans le pays et notamment aux 19% de la main-d'œuvre du pays issue de cette communauté. D'ailleurs, leur rapport économique représenterait l'équivalent du 5e PIB mondial avec 3,4
trilliards de dollars de pouvoir d'achat. C'est énorme. Mais... Et sur le plan politique, est-ce qu'on a des figures justement politiques qui ont des origines latino-américaines et qui occuperaient des fonctions importantes au sein de l'appareil étatique ? Pour en citer que deux, on a Alexandria Ocasio-Cortez, qui est une membre du Congrès dont la mère est portoricaine et qui revendique cette identité issue du métissage. Et on a également Sonia Sotomayor, qui est juge de la Cour suprême des États-Unis depuis 2009, donc nommée sous l'administration Obama, et qui est la première hispanique, la première personnalité hispanique à occuper cette position. Ouais, Ok, donc même si la représentation dans la politique est encore faible, on a quand même ici 2 femmes qui occupent des postes importants. Mais je suppose que cet apport ne se résume pas à des considérations politico-économiques. Non, en effet. Et let's continue with a tema linguistico. Greg, t'es prof d'espagnol, donc mélange pas tout, s'il te plaît. Mais mais je parle spanglish. Donc ne me critique pas, s'il te plaît, je parle spanglish, qui est un des apports de cette communauté hispanique aux États-Unis, qui est un apport linguistique, du coup, avec cette émergence du spanglish, qui est, alors s'il est parfois considéré comme préoccupant par une frange de la population et enthousiasmant par une autre partie, le spanglish, qui est donc la contraction des mots English et Spanish. Non. Oh bah si, quand même. Et qui du coup constitue un mélange de phrases et de mots utilisés à l'oral comme à l'écrit. Eh bien, le spanglish n'est pas une langue officielle, mais il est quand même parlé par près de 60 millions de locuteurs aux États-Unis. Et il permettait à l'origine aux immigrés latino-américains de pouvoir communiquer, facilitant ainsi les interactions avec les États-Uniens et l'intégration dans leur intégration dans le pays. Et donc ce spanglish n'a certes pas de règles précises comme les langues officielles, mais on peut dire que le spanglish facilite quand même la bonne compréhension entre les interlocuteurs, ce qui est quelque part l'essentiel. Et comme toute nouveauté, j'imagine qu'il doit y avoir pas mal de détracteurs du spanglish. Ouais, absolument. Et pour ces détracteurs, le spanglish, c'est une atteinte à la pureté des langues anglaises et espagnoles, puisque en le parlant, les locuteurs n'apprennent pas l'anglais complètement, ce qui freinerait leur intégration et participerait au maintien de l'idée d'un communautarisme, en même temps qu'ils détériorent progressivement leur langue matérielle, qui est l'espagnol. Bon, c'est une idée qu'on retrouve dans quelques pays qui connaissent des langues de plus en plus prégnantes dans le pays. Ouais. En fait, il vient d'où le terme du coup ? Eh bien, à l'origine, le terme a été créé par le journaliste portoricain Salvador Tillo au début des années 50, au cours des vagues migratoires latino-américaines vers les États-Unis, afin de dénoncer l'anglicisation de l'espagnol à Porto Rico. Mais lors des années 70, le mot spanglish s'est mis à désigner le phénomène linguistique que l'on connaît aujourd'hui. Avec mes bases d'espagnol, je me demande pourquoi on utilise le terme de spanglish plutôt que inglagnol ou espanglès. Ben oui, c'est vrai que c'est une excellente question et du coup, pour répondre à cela, je vais faire référence à Aura Lemus, qui est docteur en linguistique hispanique à l'université de la Sorbonne. Et donc je la cite, « Quand bien même il a été parlé à plusieurs reprises d'inglagnol ou d'espanglès, c'est le vocable anglais qui a réussi à s'imposer de manière définitive dans la sphère sociale et intellectuelle, un choix logique, puisque la problématique sociolinguistique en question est avant tout un concept anglophone, conçu et exploité par des anglophones. » Ok, mais est-ce que du coup il est parlé que dans les zones où il y a des communautés hispaniques établies ? Oui, c'est ça. Le spanglish est surtout utilisé dans les États où les populations hispaniques se sont installées, à savoir la Californie, le Texas, la Floride et New York. Et aussi dans le cas de Porto Rico, qui a un statut particulier, comme nous l'avons vu lors d'un épisode précédent. Donc si l'anglais et l'espagnol sont des langues officielles, l'usage du spanglish est lui assez répandu et a même une certaine visibilité en dehors du pays. On peut parfois en trouver trace dans certaines séries états-uniennes. Je pense notamment à la série Wednesday, où la famille Addams parle une sorte de spanglish en mélangeant espagnol et anglais. Ok, mais Greg, je suis un peu déçue parce que tu nous as habitués à nous donner des chiffres. Donc tu dis que l'usage du spanglish est répandu, moi je veux bien le croire, mais ça concerne combien de personnes concrètement ? Et je rajouterais juste, tu penses que c'est aussi répandu que le franglish en France, dans l'idée ?
Alors, j'en ai aucune idée par rapport au franglish, ça, je suis pas l'expert, mais effectivement, ça pourrait être intéressant de l'étudier. Alors, pour répondre à ta question, Solveig, aujourd'hui, selon les estimations, environ 70% des jeunes hispanophones parlent le spanglish de manière régulière dans leurs interactions quotidiennes. Ok. Des jeunes hispanophones aux États-Unis. Exactement, oui, Ok. tout à fait, ouais, exactement. Et d'après des études effectuées à ce sujet, l'usage du spanglish, il est à la fois un moyen de communiquer plus facilement, comme je l'ai dit plus précédemment, mais aussi de revendiquer ses origines hispaniques et son appartenance à sa culture latino. À titre d'exemple, notamment montré par la spécialiste en linguistique Valentine Pillon de l'Université de Lille, dont nous reprenons ici certaines conclusions. Je la cite, il est très habituel qu'une personne préfère exprimer ses sentiments en espagnol, mais parler de son travail en anglais. Et comme j'aime bien pousser les questions un peu plus loin, je voudrais savoir comment fonctionne le spanglish exactement d'un point de vue linguistique. Oui, et bien en fait, le spanglish, il peut se construire de trois manières. D'abord par alternance codique, c'est-à-dire que le locuteur passe de l'anglais à l'espagnol ou inversement dans la même phrase. Je vais prendre un exemple. Hello, buenos dias, how are you? I'm fine, et tout. Donc on voit bien ce mélange-là. Il peut aussi se faire par mélange de codes. Cette fois-ci, on combine un mot en espagnol avec un mot en anglais, une sorte de forme hybride qui n'existe dans aucune des deux langues. Je vais prendre les mots par exemple market en anglais et mercado en espagnol qui vont donner marqueta en spanglish, ou bien les verbes to reset en anglais ou reiniciar en espagnol qui vont donner resetear en spanglish. Ou encore un dernier petit exemple parce que je suis généreux, to park en anglais et estacionar en espagnol qui vont donner parquear en spanglish. D'ailleurs, c'est un mot qu'on va pouvoir aussi utiliser parfois en Amérique latine. Et on a une troisième manière de construire le spanglish, c'est par calque. C'est-à-dire que dans ce cas-ci, on va prendre une expression en anglais ou une expression en espagnol, peu importe, et on la calque littéralement dans l'autre langue. Par exemple, I call you back, qui va devenir te llamo de vuelta, alors que l'équivalent en espagnol, normalement, devrait être te vuelvo a llamar. Donc on voit qu'il y a ces trois formes-là. Ok, donc c'est des choses effectivement qu'on retrouve en franglish. Est-ce que tu penses qu'un anglophone pur et dur peut comprendre ces mots spanglish? Est-ce que tu penses qu'il va en avoir la capacité? Bah, c'est une très bonne question. Honnêtement, je n'en sais rien. Je peux pas te dire. Tu feras des recherches. Oh oui, tout à fait. J'ai compris, je le teste. Vas-y. Can you explicar if differentes tipos of Spanglish exist? Je suis impressionnée. Dans l'idée, c'est censé être, peux-tu nous expliquer s'il existe plusieurs types de Spanglish? Je suis très content déjà que tu fasses cet effort-là. Donc c'est bien, tu as bien lu le prompt qu'on avait Je préparé. me suis sentie forcée. Voilà, mais il était quand même bien. Voilà, c'était ma petite blagounette, merci. Pues yes, my querida, ma chère, il en existe en effet plusieurs variantes de Spanglish. Ainsi, on a le Spanglish cubonique qui se parle entre la population cubaine de Miami. Le Spanglish new-yorkican, qui est la variante des portoricains new-yorkais, tandis que le Spanglish calopachuco est parlé par les Mexicains du sud-ouest états-unien, notamment en Californie et au Texas. Et peut-on observer des traces du Spanglish dans la culture? Oui, je citais tout à l'heure l'exemple de Wednesday. Le Spanglish, il prend une dimension toujours plus importante avec le temps, et bien qu'il ne soit pas une langue officielle, plusieurs ouvrages ont été traduits en Spanglish. Notamment dans le cas d'ouvrages graphiques sur des classiques de la littérature espagnole ou universelle. Alors je peux citer notamment le cas du Petit Prince de Saint-Exupéry qui a été rebaptisé El Little Príncipe, ou encore le Don Quichotte de Cervantes qui a donné Don Quixote de la Mancha. Donc la traduction de l'œuvre de Cervantes, elle a d'ailleurs provoqué un scandale au moment de sa publication au début des années 2000 par le professeur en littérature mexicaine et écrivain Ilan Stravens. Mais comme le signale Auralemus, cette publication, elle a quand même été pionnière dans la mesure où elle a mis sous le feu des projecteurs, et je la cite, un phénomène linguistique jusqu'alors ignoré en dehors des frontières états-uniennes. Donc cela a permis de faire quand même avancer la recherche scientifique sur la question du Spanglish. Et en musique aussi, on voit désormais
fréquemment des chansons aux paroles en spanglish, comme dans Despacito de Luis Fonsi. Une tendance que l'on peut aussi retrouver chez certains artistes latinos au rayonnement international, comme la chanteuse Karol G, par exemple, qui est colombienne. Phénomène global aux États-Unis, on peut aussi désormais retrouver du spanglish dans des publicités de McDonald's, et même au cinéma avec le film Spanglish de James Brooke en 2004. Donc c'est pour cette raison que le spanglish ne peut être réduit à un phénomène linguistique tant il est culturel, sociologique et identitaire. Et petite anecdote fort intéressante, Despacito qui était devenue la chanson la plus populaire aux États-Unis l'année de sa sortie et que Trump a essayé de fredonner. C'était un essai. Voilà, vidéo très drôle à regarder. Justement, tu nous parlais de la présence du spanglish dans la culture et il en est quoi de la représentation de la communauté latino dans ce domaine, donc dans la culture? On peut peut-être commencer par le cinéma. Oui, c'est très intéressant et effectivement dans l'industrie cinématographique, historiquement, dans le cinéma ou les séries américaines, le personnage du latino, il est souvent mexicain, il était fréquemment représenté comme un personnage associé à des affaires criminelles ou de narcotrafic, de gangs ou de violence. Et à cet égard, on peut citer la représentation des dealers de drogue latinos dans Breaking Bad, la lutte contre le cartel de Pablo Escobar dans Narcos, ou le personnage de Pedro Hernandez dans la série à succès aux États-Unis NCIS, qui est l'assassin de la femme et de la fille du personnage principal qui est l'agent Gibbs. Oui, spoiler alerte effectivement de la saison, de la fin de la saison 2. Voilà, pour être tout à fait précis. Je suis un grand fan. Parfois, ils sont simplement représentés aussi, ces latinos, par leur emploi et souvent peu qualifiés, comme par exemple être domestiques ou ouvriers. Et donc, quand on se réfère un petit peu à l'enquête les latinos au cinéma qui a été effectuée par le groupe de réflexion Annenberg Inclusion Initiative de l'Université de Californie du Sud, qui est... bon, Solveig est en train de se moquer de mon accent, effectivement, qui est donc cette enquête qui s'est concentrée sur les productions entre 2007 et 2018, la communauté hispanique est globalement discriminée et sous-représentée. Et donc, si on peut prendre un exemple, il faudrait dire par exemple que 47% des films de cette période-là n'avaient aucun personnage d'origine latino-américaine. Ok. Moi, j'ai une petite référence de Desperate Housewives où c'est assez récurrent comme sujet que Carlos et Gabriel Solis, qui sont d'origine mexicaine, ils font face souvent aux stéréotypes comme ça liés à leur emploi, alors qu'en fait Carlos vit très bien sa vie et ne travaille pas dans des emplois peu qualifiés. Mais ouais, c'est un sujet assez récurrent. Est-ce que la situation, elle tend à évoluer ? Oui, tout à fait, même si, faut reconnaître que cette évolution, elle est encore lente si on considère, comme le signalaient certaines études de 2023, que seulement 4,4% des acteurs d'origine latino ont déjà obtenu un premier rôle en 2022, malgré une représentation de 20% de la communauté hispanique dans la population totale des États-Unis. Et donc si au cours des années 2000 et 2010, Cameron Diaz, Eva Longoria, Jennifer Lopez, Jessica Alba ou Salma Hayek, dans une moindre mesure, occupaient quasi exclusivement les premiers rôles donnés à des hispaniques, de nouveaux visages sont apparus depuis avec un succès évident. On peut citer par exemple Zoe Saldana, qui a été une actrice importante des sagas Avatar et Les Gardiens de la Galaxie, qui a remporté pour son rôle dans Emilia Pérez de Jacques Audiard un Golden Globe et aussi un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Un moment fort pour l'actrice qui n'a pas hésité à rappeler fièrement qu'elle est, et je la cite, la fille d'immigrés dominicains au cours de cette cérémonie. Et on peut aussi citer, donc je l'ai cité tout à l'heure, le rôle principal attribué à Jenna Ortega, qui a des origines mexicaines et portoricaines dans la série Wednesday, du coup, qui est quand même un succès international. Et il faut dire aussi, c'est important, qu'entre 2018 et 2020, une sitcom Netflix s'est penchée sur le destin d'une famille d'origine hispanique vivant aux États-Unis. Elle s'appelle One Day at a Time. Donc en français sur Netflix, c'est marqué Au fil des jours. Donc cette famille est d'ascendance cubaine avec une mère célibataire qui est une ancien membre des forces de l'armée américaine en Afghanistan, qui est devenue infirmière
et ses 2 enfants qui vont au collège. Une série qui voulait montrer une version plus fidèle aux États-Unis actuels, en abordant aussi les thématiques raciales, sexuelles ou encore le traumatisme lié à la guerre. Je pensais aussi à la musique parce que les styles de musique latine sont assez tendances. J'imagine que la communauté hispanique a une influence dans ce domaine. Oui, tout à fait. Et sur le plan musical, les rythmes de musique et types de danse, parmi lesquels la salsa, la bachata, le reggaeton, le merengue et la cumbia, eh bien, ce sont des styles qui se sont progressivement imposés aux États-Unis. Et des stars, on a pas mal de stars de la musique qui vivent aux États-Unis, qui sont d'origine latino. On peut citer Bad Bunny par exemple, on peut citer Jennifer Lopez, Camila Cabello, Marc Anthony, Selena Gomez, Ricky Martin ou encore Celia Cruz. Donc ces racines latino, elles restent importantes et sont même l'occasion d'exprimer leur fierté. On a vu par exemple Selena Gomez qui se mettre à chanter en espagnol, le titre de Camila Cabello sur La Havane, ou encore Bad Bunny qui privilégie d'abord Porto Rico dont il est originaire, en offrant une série de concerts dans l'île pour débuter sa tournée internationale et aussi générer des profits pour son pays. On avait dit notamment que Porto Rico était une île qui était bien plus pauvre que le reste des États américains malgré son statut, du coup en raison notamment de son statut. Donc voilà, donc c'est cette fierté latina qui est représentée à ce niveau-là. Et on peut aussi par exemple citer les prestations de haute volée de stars latino à de grands événements sportifs ou culturels. Je pense par exemple au Super Bowl. Je revois Jennifer Lopez et Shakira il y a quelques années qui avaient fait un show absolument magnifique. Et ça témoigne de cette présence de plus en plus marquée de cette communauté hispanique dans la société états-unienne. On notera donc que tu es fan de Jennifer Lopez et Shakira pour ton prochain anniversaire. Donc ok, t'as cité la musique, t'as cité le cinéma, on a eu on a cité quelques personnes politiques. Et dans le sport, ça donne quoi ? Eh bien, dans le sport comme dans la musique, la communauté hispanique, elle offre un apport certain aux équipes américaines. On peut citer le grand nombre de joueurs latinos de baseball évoluant dans le championnat américain. En 2021, ils étaient 228 joueurs, soit un quart du total de joueurs dans la ligue MLB. La représentation est certes plus faible en football américain, avec seulement 8 joueurs en 2022 en NFL, mais la participation de la communauté latino dans les publicités et les shows de la ligue reste importante. Et en NBA, seulement 7 joueurs latinos. Donc voilà. Néanmoins, ce qu'on peut observer, notamment avec l'émergence du soccer, donc du foot au cours de la dernière décennie aux États-Unis. Donc c'est un sport qui est extrêmement populaire en Amérique latine et au sein de la communauté hispanique. Et ça a donné une grande représentation à cette communauté latino, avec la présence de nombreux joueurs et dirigeants latino-américains dans les équipes de la Ligue MLS. Je peux aussi citer la gymnastique avec la médaille d'or de Laurie Hernandez aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, ou encore la présence de Esli Rivera à ceux de Paris en 2024. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est fait remarquer par son jeune âge. À 16 ans, donc cette athlète qui a des parents d'origine dominicaine était la plus jeune de toute la délégation états-unienne à Paris. Ok, on a fait pas mal le tour des milieux culturels. Il y en a d'autres où l'influence de la communauté hispanique est démontrée ? Oui, notamment sur le plan culinaire, la communauté hispanique, elle a bien entendu apporté avec elle ses traditions gastronomiques. Et aujourd'hui, des plats comme les tacos, las fajitas, le guacamole font partie prenante de la gastronomie habituelle aux États-Unis. Certains chefs sont d'ailleurs extrêmement reconnus, comme Aaron Sanchez, qui est d'origine mexicaine et qui fait partie du jury d'émissions comme MasterChef Junior et qui a publié un certain nombre d'ouvrages de cuisine aux États-Unis. Bon Lucille, Greg, vous nous avez permis de voir comment les relations entre États-Unis et Amérique latine ont évolué au cours des décennies et même des siècles pour arriver au sujet de la communauté latino présente sur le sol états-unien. Oui, et toi aussi tu nous as rappelé comment la politique des États-Unis a évolué, changé, régressé au cours du XXe siècle, notamment pour être ce qu'elle est aujourd'hui.
Mais on n'a pas trop parlé de la politique de Trump actuellement. On est resté sur un point de vue très historique et on a mentionné les évolutions notables d'une ère politique à une autre. C'est vrai. Oui, et on va prendre les mots d'Isabelle Vagnoux, déjà citée dans un épisode précédent, qui, pour rappel, est spécialiste sur la question de la communauté hispanique aux États-Unis à l'Université Aix-Marseille, et qui dit « Entre hispanisation et acculturation, le lien unissant les latinos à la société américaine s'avère puissant, complexe, ambigu, paradoxal, à l'image de la relation amour-haine, attraction-répulsion, qui a toujours caractérisé celle plus large entre l'Amérique latine et les États-Unis. » Oui, et elle ajoute aussi que la communauté latino fait, je la cite, partie intégrante de la société américaine, mais la transforme inévitablement. Donc finalement, si on reprend la problématique qui a guidé l'intégrale de cet épisode, est-ce que l'hispanisation des États-Unis est un fait réel et avéré ? Alors clairement, le terme d'hispanisation peut être problématique dans le sens où il donne l'impression qu'on assiste à une transition et un changement culturel d'une société actuellement et globalement anglo-saxonne vers une société dont la culture serait issue essentiellement de l'univers hispanique présent en Amérique latine. Oui, et quand on lit une nouvelle fois les études d'Isabelle Vagnoux, on en vient à penser que la croissance de la communauté latino sur le sol états-unien va probablement créer une fusion, un métissage culturel, bien davantage que l'idée, et ouvrez les guillemets, d'un grand remplacement qui est avancé par une partie de la population. Oui, et dans la même catégorie de pensée, on verra comment vont se dérouler les prochaines années du mandat de Donald Trump, avec cette idée justement que tu citais du grand remplacement, puisqu'il a une tendance à assimiler cette même rhétorique dans la politique américaine et dans ses décrets exécutifs. Donc on parle des politiques d'immigration, telles que la déportation des criminels violents, des tactiques agressives de ICE, le service de l'immigration et des douanes, notamment, je pense que vous l'avez vu, vous avez dû voir les informations, les raids sur les lieux de travail et les arrestations dans les lieux sensibles, etc., qui font énormément débat. Et en fait, cette tendance, elle engendre une préoccupation croissante concernant les droits civils et une préférence pour des solutions plus humaines et procédurales en matière d'immigration aux États-Unis. Et globalement, bien que ces actions fassent logiquement la une des médias, parce qu'elles sont effectivement graves et rompent avec la tendance historique des États-Unis à se déclarer terre d'accueil et de liberté, la culture, les célébrités, la politique, l'économie, tous bénéficient de la présence de la communauté hispanique sur son sol. En fait, il suffit d'allumer une plateforme de streaming pour y trouver des héros et héroïnes d'origine latino. Donc on peut aussi noter l'importance du vote latino dans les élections, avec plusieurs femmes latinas élues au Congrès en même temps, pour faire contre-coup aux politiques conservatrices, voire d'extrême droite, qui promettaient de limiter le droit des personnes issues de minorités, ainsi que des femmes. Et puis on observe que cette fusion ne se fait pas forcément sans heurts ou sans obstacles rencontrés par la communauté latino. Les politiques de ces derniers mois, voire années, les rhétoriques entendues dans des groupes médiatiques ultra diffusés localement ou à l'international ne vont pas se défaire aussi facilement, même si changement de direction politique il y a. Oui, et les conséquences de toute politique, quelle qu'elle soit, durent de toute manière des années et impacteront des millions de vies pour les décennies à venir. Eh bien, c'était le mot de la fin. Merci à nos auditeurs et auditrices de nous avoir suivis pour cette première série d'épisodes consacrée à la communauté hispanique aux États-Unis. On se retrouve pour un prochain projet très très bientôt. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve au prochain épisode.